Donc négocier avec, par exemple, négocier un checkpoint ou à l'entrée d'un village pour apporter des secours, ça suppose qu'on puisse retourner, ça suppose que quelques mois plus tard, on puisse également reprendre des contacts avec tel... Enfin, je veux dire, quelques mois plus tard, pardon, dans le temps que l'on puisse inscrire cette action, car un conflit, ça n'est pas une explosion, c'est un processus, c'est quelque chose de durable, et il faut donc que, dans le temps, cette confiance existe. Elle ne peut exister, c'est pas une condition suffisante, mais c'est nécessaire, que si on est clair sur ce plan-là. Donc les ONG humanitaires, en tout cas celles qui agissent dans les situations de conflit, ne peuvent pas être des auxiliaires de la Cour pénale internationale, ni d'une cour de justice en général. C'est, je pense, totalement inconciliable et il faut accepter de le reconnaître. Le deuxième point que je voulais brièvement... Pardon, sur ce premier point, d'abord, ce qui ne dispense pas MSF, bien évidemment, de dénoncer, de prendre parti, de prendre des rapports, d'alerter l'opinion publique sur des situations données à travers le monde, ce que ne fait pas le CICR forcément, même en prenant parti, entre guillemets, en ayant un discours même politique. On prend parti. Le temps où... Non, mais prend parti, pardon de cette expression. Oui, mais justement, mais c'est... Oui, non, mais de dénoncer les exactions commises par un côté, plutôt qu'un autre, par un gouvernement, par une milice. Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, oui, lorsqu'on est absolument seul, lorsqu'aucune organisation de défense des droits de l'homme n'est sur le terrain. Enfin, quand il y a des équipes... Simon Forman rappelait qu'il y a des équipes d'Amnesty International qui se baladent sur ces terrains, il y a des équipes de Human Rights Watch, il y a des équipes d'ONG africaines de droits de l'homme, il y a des journalistes tout de même qui font aussi leur travail, ça arrive. Donc que les ONG humanitaires soient les informateurs du monde, ça demande à être prouvé. C'est dans des situations tout à fait exceptionnelles, c'est très singulier comme situation. Donc le problème ne se pose pas dans ces termes-là. Donc je voudrais venir à mon deuxième point, notamment pour pas monopoliser la parole. Mon deuxième point, c'est que, alors là, c'est plus en tant qu'humanitaire, mais aussi en tant que citoyen, en tant que personne qui s'intéresse à ces questions. Je crois qu'il est... il y a deux conceptions de la justice internationale. Il y a la conception, disons, judiciaire. On punit des crimes. La question, c'est jusqu'à quel crime on punit et quel type de criminels on punit. Enfin, chacun a l'idée des gens qui ont commis des crimes graves et qui resteront impunis, nous le savons très bien. Ces gens sont ceux qui sont à la tête de grandes puissances ou qui sont les protégés des grandes puissances. Donc déjà, il y a une ligne de partage, même dans cette conception judiciaire de la justice, il y a une ligne de partage qui, il faut quand même en avoir conscience, vue de l'extérieur, apparaît comme un arbitraire total, comme un déni de justice commis en permanence au nom de la justice. Donc n'oubliez pas que El-Bachir peut quand même reprocher à Bush un certain nombre d'exactions commises en Irak, mais qu'il ne pourra pas faire valoir ces réclamations à la Haye. C'est totalement impossible. Et d'un point de vue soudanais, ce double régime est un double standard, et c'est quand même pas une affaire négligeable quand on parle de justice. On ne parle pas de punition, où le plus fort punit le plus faible. Non, on parle de justice, où théoriquement, chacun est supposé être égal devant un tribunal qui rend la justice au nom du droit, et pas au nom de ses intérêts. Donc ça, c'est déjà, dans la première conception de cette justice, au sens judiciaire, il y a un problème. Il y a une deuxième conception qui a été évoquée, justement, en parlant de l'article 16, qui est la conception non pas judiciaire, mais je dirais politique de la justice, qui me semble, personnellement, plus satisfaisante, mais non pas dénuée de problèmes, qui est, et là je pense que Claude Jordan ne va pas être d'accord, mais le débat, évidemment, on le connaît bien, c'est la justice internationale comme instrument de gestion des conflits. Et c'est très exactement ce qui se passe quand Sarkozy explique à Béchir que s'il contribue à la résolution de ce conflit, on peut discuter pour la reconduction indéfinie de l'article 16. Ça n'est pas forcément plus idiot. Moi, personnellement, je trouve qu'il est plus important que la paix survienne au Darfour plutôt que quelques criminels soient jugés. C'est un point de vue personnel. Je ne dis pas que c'est la vérité ou la morale en général, mais en tout cas, je défends l'idée que c'est cela. Et donc, ce que je veux dire, en tout cas, quoi qu'il en soit, quelle que soit la conception que l'on défend, il y a une chose de certaine, c'est que la Cour pénale internationale, ça n'est pas le tribunal de grande instance de Paris élargi, ou quel que soit le droit coutumier ou autre, je ne veux pas parler de régime juridique, mais ça n'est pas une instance judiciaire nationale dont le champ de compétences serait élargi
à la planète entière. C'est une autre forme de justice. Les crimes qu'a jugé la Cour pénale internationale ne sont pas des espèces d'énormes faits divers. Ce sont toujours, par définition, des crimes commis dans un cadre politique, par des instances politiques, qui mettent en jeu une bonne partie de la société, qui mobilisent pour leur commission même des moyens très importants, un très grand nombre d'individus. Et donc, juger de ces crimes-là, ça n'est pas comme de juger des responsables d'un accident de train ou de l'attaque d'un fourgon postal qui a mal tourné. C'est pas du tout le même type de justice. Et j'ai l'impression que bien souvent, par exemple, quand tu t'étonnais du fait qu'il puisse y avoir une sorte d'ingérence indue, mais Claude Jordan a quand même... il rappelle que ça fait partie de l'article 16. Les juges sont là pour respecter le droit. Ils ne sont pas là pour le fabriquer. Et l'article 16 est là, donc évidemment qu'il y a une ingérence. C'est le Conseil de sécurité a un rôle particulier. Et heureusement, je pense que laisser la justice a une totale indépendance dans ce cadre-là, quand il n'y a pas d'État pour le surplomber, ce serait vraiment une erreur et une faute. Et je pense que ce sont des garde-fous, au contraire, tout à fait souhaitables, surtout quand, encore une fois, on a fait une conception plus politique de la justice. De ta part, de cette vision extrêmement fonctionnelle de la justice internationale. Non, politique, pas fonctionnelle, politique. Oui, mais j'insiste. Oui, je voudrais intervenir pour dire que je n'ai pas d'opposition fondamentale avec ce que dit Ronnie Broman, pas du tout. D'abord, j'ai rappelé tout à l'heure que l'article 16, il avait été adopté. Je crois que c'est peut-être regrettable ou pas regrettable, peu importe, il a été adopté. Les juges sont là pour l'appliquer. Et les grandes puissances sont là, avec toutes les injustices qu'a souligné Ronnie Broman. La Tchétchénie, jamais. Guantanamo, jamais. Comme à Nuremberg, on n'a jamais parlé du bombardement de Dresde. Nous sommes d'accord. Bon. Non, quand je parlais de l'instrumentalisation, c'est parce que là aussi, nous sommes alors au carrefour de l'injustice totale. C'est-à-dire que justice à Libye, parce qu'effectivement, il suffit qu'un dictateur à la tête d'un État ratifie la Cour pénale internationale et nous envoie à La Haye tous ses opposants politiques. Parce que moi, je dois vous dire qu'entre Kabila et Bemba, franchement, je ne sais pas très bien où est le vrai, démêler le vrai du faux. Donc non, je ne suis pas du tout opposé. Je pense effectivement que je n'aime pas que la justice pénale internationale soit instrumentalisée, mais je substituerai plutôt à ce que vient de dire Ronnie, avec lequel je suis tout à fait d'accord, c'est, je reprendrai la phrase de Carla Del Ponte, puisque la justice internationale doit faire avec le politique, eh bien je m'en sers. Et elle est obligée de s'en servir. Ça, c'est certain. Lise Boudreau. Oui, merci. Alors, pour rebondir sur merci, René. Simplement des choses qui me sont évoquées dans ce débat. De quoi est-il question, au fond? Hein? Et je pense que là, j'espère qu'il y a une espèce d'unanimité. On est en train de parler dans le sens de l'intérêt des victimes. Qu'on parle de justice, qu'on parle de mettre fin à l'impunité, qu'on parle de processus politique. Je pense que la préoccupation de tout le monde, c'est de dire quel est aujourd'hui, comment on peut le mieux atteindre, je veux dire, les victimes des conflits armés, quel est leur meilleur intérêt. Et je trouve intéressant cette distinction aujourd'hui par rapport à l'aspect politique et l'aspect judiciaire. Et je voudrais revenir d'abord sur cet aspect un peu politique. Et là, je vous rappelle la position de l'Union africaine à Addis Abeba. Quand il y a eu effectivement l'idée du mandat d'arrêt pour le président soudanais, vous avez vu cette position de l'Union africaine c'est un état de fait. La Cour pénale internationale aujourd'hui a lancé beaucoup de mandats d'arrêt pour des pays africains. C'est vrai. Et l'Union africaine posait la question, qu'est-ce qu'on doit rechercher? Qu'est-ce qui doit primer? La paix ou la justice? Et je trouvais intéressant de poser en ces termes le travail de la CPI aujourd'hui, c'est de dire, on doit pour la justice, on va tenter effectivement de punir ou de juger des criminels, et en même temps, si cette personne peut être une pièce essentielle dans l'échiquier, qu'elle peut participer à un processus de paix, est-ce qu'il faut alors mettre la primauté sur la justice? Et cette question, elle est très intéressante. Et là, évidemment, on n'a pas la réponse, mais c'est de dire qu'est-ce qui pourrait faire que le plus tôt possible, on minimise le danger et, je dirais, les souffrances des victimes.